Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur les développements limités. Nous allons parler des premières propriétés des développements limités. Le cadre est toujours le même. On prend une fonction f de i dans R, avec i un intervalle contenant 0 et n un entier, et on suppose toujours que i n'est pas réduit à l'élément 0. Alors la première propriété est une propriété de troncature. Elle s'énonce de la manière suivante. Si la somme pour k égale 0 jusqu'à n de akxk est un développement limité en 0 de f à l'ordre n, alors pour tout entier p entre 0 et n-1, on peut tronquer ce développement limité, c'est-à-dire regarder la même somme des akxk, mais seulement jusqu'à p, est un développement limité en 0 de f à l'ordre p. Donc, un exemple, si, par exemple, 1 plus 3x moins 5x2 plus x3 est un développement limité en 0 de f à l'ordre 3, et si nous, on s'intéresse simplement à un développement limité en 0 de f à l'ordre 2, eh bien, il suffit de ne garder que les termes jusqu'à l'exposant 2. Donc 1 plus 3x moins 5x2 est un développement limité en 0 de f à l'ordre 2. Alors, une remarque, on peut maintenant dire le développement limité en 0 de f à l'ordre n, et plus seulement un développement limité en 0 de n, car le développement limité est unique. C'est quelque chose qu'on a vu dans la première partie du cours, l'unicité du développement limité d'une fonction donnée à un ordre donné, ce qui permet de dire le développement limité en 0, et pas juste un développement limité en 0. Alors, je voudrais revenir sur ce que signifie un développement limité en 0. Par exemple, la fonction que je donnais tout à l'heure, 1 plus 3x moins 5x2 plus 3x3, avoir une fonction dont un développement limité en 0 à l'ordre 3, c'est ça. Ça veut dire que la fonction, en première approximation, elle vaut 1. C'est-à-dire quand x est très proche de 0, ça fait 1, parce qu'en fait, tous les autres termes tendent vers 0. Si on veut approcher cette fonction de manière un peu plus précise quand x tend vers 0, on va garder les termes d'ordre de degré inférieur ou égal à 1. 1 plus 3x. 1 plus 3x, ça donne une approximation un peu plus précise de la fonction. Et tous les termes qu'il y a après, moins 5x2 et 3x3, ils sont beaucoup plus petits que 3x. Et donc, ils peuvent s'écrire, si on veut, sous la forme x fois epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0. Et donc, quand x tend vers 0, on peut les négliger pour avoir une approximation de f sous la forme 1 plus 3x. Si on veut une approximation plus précise, on peut prendre 1 plus 3x moins 5x2 et négliger le terme en 3x cube. C'est ça l'idée du développement limité, c'est plus on va loin dans le développement limité, plus c'est précis. Et c'est aussi pour ça qu'on ordonne toujours par les puissances croissantes. Quand vous avez un polynôme, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Souvent, un polynôme de degré 2, on l'écrirait ax2 plus bx plus c. Donc par exemple ici, celui-ci, on l'écrirait moins 5x2 plus 3x plus 1. Mais quand on parle de développement limité, on met plutôt les puissances de x dans l'ordre croissant, c'est-à-dire d'abord la constante 1, puis 3x, puis moins 5x2, parce que c'est des termes qui sont de plus en plus petits, et donc, à chaque fois qu'on rajoute des termes, c'est vraiment pour augmenter la précision, mais on rajoute des choses qui sont très petites à chaque fois. C'est en tout cas comme ça qu'il faut le voir. Vous pouvez imaginer que x, ça peut être 1 sur 1000. Dans ce cas-là, vous avez 1 plus 3x. 3x, ça fait 3 millièmes. Et vous enlevez moins 5 sur 1 million. Et donc ça fait moins 5 millionièmes. Donc le terme moins 5x2, vous voyez bien qu'il est beaucoup plus petit que le terme en 3x, qui est lui-même beaucoup plus petit que le terme constant 1. Alors je vais démontrer maintenant cette propriété de troncature. Donc par hypothèse, on a f de x qui est la somme de 0 jusqu'à n de akxk plus xn
epsilon de x, avec bien sûr une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Cette somme-là, on peut l'écrire comme la somme, cette fois-ci justement jusqu'à p, de akxk, plus la somme de p plus 1 jusqu'à n de akxk plus xn epsilon de x. Et on peut maintenant regrouper ces termes-là et factoriser ici xp. Ça fait xp, facteur de la somme pour k égale p plus 1 jusqu'à n. Ah, attendez, c'est a indice k, bien sûr, il n'y a pas de a puissance k. La somme des ak x puissance k moins p, plus x n moins p, epsilon de x. Et ça, on peut l'appeler, disons, epsilon 1 de x. Alors, si on fait ça, on a f de x qui est la somme pour k égale 0 jusqu'à p de akxk, plus xp epsilon 1 de x. Donc je vais le réécrire. Et la limite, quand x tend vers 0, de epsilon 1 de x, combien ça fait? Si on regarde ici, là vous avez une somme pour k allant de p plus 1 jusqu'à n de akxk moins p, mais ici, k moins p, ici, k moins p est strictement positif dans chaque terme de la somme. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de xk moins p, c'est 0. Et ici, vous avez bon, xn moins p et epsilon de x. Et de toute façon, le xn moins p, il tend vers 0, parce que p est strictement plus petit que n. Et le epsilon de x aussi, il tend vers 0 de toute façon, puisque on est parti d'un développement limité de f à l'ordre n. Et donc ça tend vers 0 aussi, le xn moins p, epsilon de x. Donc on a bien la limite de epsilon 1 de x qui est nulle. Ce qui termine la preuve du fait qu'on a obtenu un développement limité de f en 0 à l'ordre p. Donc, ça c'était la propriété de troncature, qui est une propriété très importante. Maintenant, on peut obtenir d'autres propriétés intéressantes des développements limités. Par exemple, la propriété suivante. Supposons que p de x égale la somme pour k égale 0 jusqu'à n de akxk est le développement limité en 0 de f à l'ordre n. Alors, d'une part, si f est une fonction paire, alors je suppose que pour tout x dans i, moins x est dans i, pour que ça ait un sens, et donc si f est paire, alors p de x ne contient que des puissances paires de x, c'est-à-dire ak égale à 0 pour tout entier k impair. Ce qui équivaut à dire que le polynôme p est un polynôme paire, c'est-à-dire que le polynôme p vu comme fonction de R dans R est une fonction paire. Et bien sûr, dans l'autre sens, si f est impair, alors p de x ne contient que des puissances impaires de x. Bon, c'est-à-dire bien sûr que ak est nul pour tout entier k qui est pair. Alors comment est-ce qu'on démontre ce fait-là? La preuve de ce résultat-là, elle consiste évidemment à partir de la définition. F de x, c'est notre polynôme p de x plus xn epsilon de x, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est égal à 0. D'où f de moins x, c'est p de moins x, c'est-à-dire la somme pour k égale 0 jusqu'à n de ak fois moins x puissance k, plus xn epsilon de x.
Et ça, on peut l'écrire comme la somme pour k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k ak xk plus xn epsilon de x. En effet, le moins x puissance k, c'est juste moins 1 puissance k fois x puissance k. Alors maintenant, là il faut mettre moins x évidemment, puisque j'ai si on veut faire les choses précisément, il faut mettre moins x partout. Et donc là, on obtient un moins 1 puissance n qui sort. Donc j'ai repris. Donc là, j'ai juste écrit f de x, la formule avec le développement limité. J'ai remplacé x par moins x ici partout. Et j'ai dit à chaque fois que moins x à une certaine puissance, c'était moins 1 à puissance 7 puissance fois la puissance correspondante de x. Alors maintenant qu'on a cette formule, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que cette fonction-là, on peut l'appeler epsilon 1 de x. C'est x puissance n. Alors, pardon, ce que j'ai appelé epsilon 1 de x, c'est moins 1 puissance n fois epsilon de moins x. Quand x tend vers 0, moins x tend vers 0 aussi. Et donc epsilon de moins x tend vers 0. Et moins 1 puissance n, epsilon de moins x, tend aussi vers 0, parce que moins 1 puissance n, c'est une constante. Et donc on a cette fonction qui vérifie la limite de epsilon 1 de x quand x tend vers 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que f de moins x, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k ak xk plus xn fois epsilon 1 de x, avec epsilon 1 de x, une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, ceci est le développement limité en 0 de la fonction qui a x associe f de moins x à l'ordre n. Alors, ça c'est très intéressant, parce que maintenant on peut passer au petit i. Si f est pair, alors, pour tout x dans i, f de x égale à f de moins x. Donc, le développement limité qu'on a obtenu est en fait un développement limité de la fonction f, puisque f de moins x c'est comme f de x. Or, on a maintenant deux développements limités de la fonction f, somme des moins 1 puissance k ak xk, et somme des ak xk qui était le développement limité dont on était parti. Par unicité du développement limité en 0 de f à l'ordre n, on a somme des ak xk qui est égale à somme des moins 1 puissance k ak xk. Alors cette égalité, il faut la voir en termes d'égalité de polynômes, c'est-à-dire que ce qu'on a démontré comme unicité, c'était dans la première vidéo, c'était que si on a deux développements limités, alors les coefficients sont les mêmes. C'est-à-dire que le coefficient de xk est le même pour tout k. Donc, pour tout k entre 0 et n, ak est égal à moins 1 puissance k ak. Alors lorsque k est pair, ça ne dit rien du tout, parce que moins 1 puissance k c'est 1 et ça fait ak égale ak. Mais pour tout k impair, pour tout k compris entre 0 et n, impair, on a ak qui est égal à moins ak. Donc, ak égale à 0. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et si f est impair, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a f de moins x égale à moins f de x, et donc on a, par unicité du développement limité, cette fonction-là, la fonction f de moins x, elle a comme développement limité, on l'a vu, la somme des moins 1 puissance k ak xk, et la fonction moins f de x, on obtient son développement limité simplement en prenant l'opposé du développement limité de f, ça c'est tout à fait évident, ça fait moins la somme des ak xk, et donc pour tout k entre 0 et n, moins 1 puissance k ak est égal à moins ak. Alors, encore une fois, les choses sont inversées par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que si k est impair, ça ne dit rien, ça dit juste que moins ak égale moins ak, mais pour k pair, on a ak qui est égal à moins ak, donc
AK est égal à 0. Et donc ça termine la preuve du fait que le développement limité d'une fonction f a la même parité que cette fonction, lorsque la fonction est paire ou impaire, bien sûr. Alors, on peut passer maintenant au résultat suivant. Le résultat suivant, c'est de comprendre ce que c'est qu'un développement limité à l'ordre 1. Alors, c'est la proposition suivante. La fonction f possède un développement limité en 0 à l'ordre 1 si et seulement si elle est dérivable en 0. Et alors, quand c'est le cas, ce développement limité est f de x égale f de 0 plus x f' de 0 plus x epsilon de x avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est égale à 0. Alors une remarque, ce que j'ai défini comme étant le développement limité en 0 à l'ordre 1, c'est juste la partie polynomiale ici. C'est-à-dire un polynôme de degré au plus 1. En pratique, ce qu'on écrit, c'est f de x égale cette partie polynomiale plus x puissance l'ordre fois epsilon de x avec la limite de epsilon de x égale à 0. Parce que comme ça, on a directement une égalité avec laquelle on fait les calculs. Mais bon, voilà, c'est juste la définition, il n'y a rien de nouveau ici. Alors, on va démontrer ça. Alors, la première chose, si f est dérivable en 0, on pose epsilon de x égale f de x moins f de 0 sur x moins f' de 0. Alors, on va voir ensuite pourquoi on pose ça, ou peut-être on peut voir ça tout de suite. Alors, si vous regardez, vous mettez le f' de 0 de l'autre côté, ça fait f' de 0 plus, ah, on peut l'écrire, ça va être plus simple, f de x moins f de 0 sur x, c'est égal à f' de 0 plus epsilon de x. Donc, quand vous multipliez par x, et que ensuite vous rajoutez f de 0 des deux côtés, vous avez f de x égale f de 0 plus x fois f' de 0 plus x fois epsilon de x. Donc vous avez exactement la formule qui est attendue. Donc en fait, pour démontrer que ceci est bien le développement limité en 0 de f à l'ordre 1, il suffit de montrer que epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors pourquoi? Par définition de f' de 0, vous vous rappelez, c'est le cours de première, c'est la définition de la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement. On a la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Bon, x moins 0, bien sûr, c'est x. Ceci, c'est f' de 0. Mais alors, regardez la définition de epsilon de x, c'est justement le taux d'accroissement moins f' de 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x, c'est 0. Et donc, on a bien montré que si f est dérivable en 0, alors, d'une part, elle possède un développement limité en 0 à l'ordre 1, et d'autre part, ce développement limité en 0, c'est celui qu'on a prévu. Alors, on va passer à la réciproque. Si f de x, c'est f de 0 plus x f' de 0 plus x epsilon de x avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est 0, alors, vous pouvez regarder f de x moins f de 0 sur x. Comment vous faites? Vous passez le f de 0 à gauche, ça fait f de x moins f de 0 est égal à tout ça, vous divisez par x, et ça fait f' de 0 plus epsilon de x. Et donc ça tend, quand x tend vers 0, vers f' de 0. Alors, si on veut démontrer précisément l'énoncé, il faut faire un tout petit peu plus, c'est-à-dire que là, ce que j'ai supposé, c'est qu'il y avait un développement limité, mais déjà avec une constante qui était f' de 0. Donc c'est un petit peu paradoxal, parce qu'en fait, on a l'impression, quand on fait ce calcul, qu'on a supposé que f était dérivable en 0, puisqu'on a déjà écrit f' de 0, et qu'on a ensuite fait tout le calcul. Alors, tout le calcul qui visait à démontrer que f était dérivable en 0. Donc, si on veut faire les choses plus précisément, il vaudrait mieux dire que f de x, c'est a plus bx plus x epsilon de x, avec la limite de epsilon de x qui est 0.
Ça, c'est juste, j'ai supposé que f possède un développement limité en 0 à l'ordre 1. Alors maintenant, je vais voir ce qui se passe. Là, j'ai une première chose à dire, qui est de dire que on fait tendre x vers 0. Alors, à droite, x epsilon de x, ça tend vers 0, bx, ça tend vers 0, le a, il reste, et on obtient du coup que la limite, quand x tend vers 0, de f de x, c'est a. Donc, f possède une limite en 0, et donc notamment, si elle possède une limite en 0, c'est que f de 0 vaut a. Puisque c'est des fonctions qui sont définies en 0. J'ai supposé depuis le début que ma fonction était définie sur un intervalle i qui contenait 0. Donc première chose, si j'ai un développement limité comme ça, forcément la valeur en 0 c'est a. Là je rejoins ce que j'avais dit dans la première vidéo, à savoir que quand j'ai une fonction qui a un développement limité en 0 à l'ordre 0, bah, ça veut dire qu'elle a une limite en 0, et le coefficient constant ici, le petit a, c'est juste la valeur en 0 qui est la limite. Donc, on a identifié le petit a, et ensuite, on peut regarder maintenant f de x moins f de 0 sur x, donc f de 0 c'est a, et donc on met le a à gauche, on divise par x, et ça fait b plus epsilon de x, et donc ça tend, quand x tend vers 0, vers b. Donc, f est dérivable en 0, et f' de 0, c'est b. C'est plus précis que le calcul que je voulais faire avant, parce que là j'ai juste supposé qu'il y avait un développement limité, et j'ai démontré que forcément la fonction est dérivable en 0, et que le développement limité c'est celui-là, c'est-à-dire que a c'est f de 0, et b c'est f' de 0. Donc, on a l'équivalence entre avoir un développement limité à l'ordre 1 et être dérivable une fois en 0. On pourrait se demander est-ce que c'est équivalent de manière plus générale. On a vu qu'il y avait un sens qui était vrai, on a vu dans la première vidéo que si une fonction est de classe Cn sur l'intervalle i, alors par Taylor-Young, elle a un développement limité à l'ordre n. La question c'est est-ce qu'on aurait une réciproque? Et alors attention, ça c'est complètement faux. Une fonction peut posséder un développement limité en 0 à un grand ordre, sans même être de classe C1. Donc, a fortiori, pas dérivable deux fois, par exemple. Donc, on peut donner un exemple. On va prendre la fonction f de x égale à 1 plus x4 sinus de 1 sur x3. Alors cette fonction-là, on peut l'écrire comme 1 plus x3 epsilon de x, avec epsilon de x qui est x fois le sinus de 1 sur x3. Comme le sinus de 1 sur x3, ça reste borné entre moins 1 et 1, et que x tend vers 0, cette fonction-là tend vers 0. Quand x tend vers 0, alors là, je n'ai pas défini la fonction en 0, je pose f de 0, disons égale 1. Donc j'ai cette définition-là pour x non nul, un réel non nul, et f de 0 égale 1. Donc, quand j'obtiens ça, je vois que f possède un développement limité en 0 à l'ordre 3, qui est simplement de dire que f de x, c'est 1 plus x3 epsilon de x. D'accord? Dans un développement limité comme ça, on doit avoir un polynôme ici de degré au plus 2. Bah là, c'est ce qu'on a. On a 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2. Voilà, ça pose aucun problème. Donc cette fonction-là a bien un développement limité en 0 à l'ordre 3. Alors maintenant, on peut calculer f' de x. La fonction f, elle est dérivable sur r étoile. Et pour x non nul, on peut calculer f' de x. Bon, le 1, il disparaît.
On dérive le x4 fois sinus de 1 sur x cube comme un produit. Si je dérive le x4, ça fait 4x3 sinus de 1 sur x cube. Plus, si je garde le x4 et que je dérive le sinus, alors là je dois le dériver comme une composée. Sinus de 1 sur x cube, c'est comme f rongé. La dérivée de f rongé, c'est f' rongé fois g'. Alors je vais déjà écrire le g'. Le g', c'est la dérivée de 1 sur x3. 1 sur x3, je peux le voir comme x à la puissance moins 3. Donc quand je le dérive, ça fait moins 3, x puissance moins 4. Donc là, j'ai un moins 3. Alors, j'ai x puissance moins 4, si vous voulez, fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus, évalué en 1 sur x3. Et puis, j'ai quand même le x4 qui reste, que je dérive pas cette fois-ci. Alors, ce que je vois, bon, l'exemple est conçu pour ça, c'est que x puissance moins 4, c'est 1 sur x4, ça se simplifie, avec le x4 qui est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 0? Là, j'ai une formule qui est vraie pour tout x non nul. Et quand x tend vers 0, là, j'ai un premier terme qui tend vers 0 quand x tend vers 0, parce que c'est 4x cube fois quelque chose qui reste entre moins 1 et 1. Et j'ai ensuite un deuxième terme, qui est ici moins 3 fois le cosinus de 1 sur x cube. Et le cosinus de 1 sur x cube, lui, il oscille entre moins 1 et 1. Il n'a pas de limite. Et donc, quand je multiplie par moins 3, ça ne change pas. Ce terme-là n'a pas de limite quand x tend vers 0. Et donc, f' de x n'a pas de limite quand x tend vers 0. Et donc, la fonction f' n'est pas continue en 0, elle est même, bon, on verra, la fonction f est quand même dérivable en 0, mais la fonction f' n'est pas continue en 0. Donc, f n'est pas de classe C1 sur R. Et donc, notamment, f n'est pas dérivable deux fois en 0, puisque si elle était dérivable deux fois, il faudrait bien que la dérivée soit continue. Et donc, on a une fonction comme ça qui a un développement limité à l'ordre 3 en 0, mais qui n'est pas de classe C1 sur R, donc qui n'est pas dérivable deux fois. Alors, on peut tracer le graphe de cette fonction pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on va avoir... Alors... Donc ça, c'est pas vraiment l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, il est ici. Et là, on a la droite horizontale, ici, d'équation y égale à 1. Et notre fonction, c'est 1 plus x4 fois le sinus de 1 sur x3. Donc, on trace ici la fonction y égale à 1 plus x4. Ici, la fonction y égale à 1 moins x4. Et notre fonction, elle oscille entre les deux, comme ça. Et elle oscille de plus en plus vite, parce qu'il y a le sinus de 1 sur x3 qui apparaît. Donc, on a quelque chose ici, comme ça, qui oscille très très vite. Et donc, ce qu'on a démontré ici, c'est que cette fonction, elle a un développement limité à l'ordre 3, mais elle n'est pas dérivable deux fois. Donc ça ne garantit pas. Le fait d'avoir un développement limité à l'ordre 3 ne garantit pas le fait d'être dérivable deux fois ou trois fois.